Bonjour à tous, bienvenue dans notre première vidéo de vulgarisation de proposition de la Privacy Sandbox. Donc, je me présente tout d'abord, je suis Julien Delomeau, je travaille chez Xander en tant que Staff System Architect et j'ai également l'honneur d'animer la Task Force IAB qui gère tout ce qui est API navigateur. Donc, toutes les alternatives aux cookies basées sur les API navigateurs, notamment comme la Privacy Sandbox. La task force en fait se concentre vraiment sur essayer de maîtriser parfaitement ces alternatives qui sont développées via les navigateurs, comme la Privacy Sandbox et les propositions qui composent la Privacy Sandbox. Et on a trouvé intéressant dans le cadre de cette task force de pouvoir essayer de retransmettre un petit peu toutes les compétences, toutes les connaissances qu'on avait accumulées sur le sujet de manière vulgarisée, simplifiée auprès du marché pour que tout à chacun puisse maîtriser un petit peu les concepts qui sont évoqués au sein de la Privacy Sandbox. Donc, aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire de vulgarisation va s'attacher à une des propositions de la Privacy Sandbox, Flock, qui est probablement une des propositions qui a le plus fait parler d'elle. Donc, on va voir en fait ça en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va d'abord essayer de regarder un petit peu, prendre un petit peu de recul et regarder la Privacy Sandbox au global, faire un petit rappel sur ce qu'est la Privacy Sandbox, comment elle fonctionne et la timeline. On verra ensuite un petit peu plus en détail ce qu'est Flock. On verra comment Flock fonctionne et comment il peut être utilisé concrètement pour soutenir différents types de cas d'usage. Et enfin, on fera une dernière partie sur les considérations légales à avoir en tête lorsqu'on va utiliser Flock. Donc, tout d'abord, le petit rappel sur la Privacy Sandbox. La Privacy Sandbox, c'est important déjà de se rappeler que ce n'est pas une solution unique. C'est en fait un projet open source qui va rassembler un ensemble de propositions. On va donc avoir plusieurs propositions et chaque proposition va chercher à adresser un ou plusieurs cas d'usage de l'industrie. La Privacy Sandbox, c'est un projet qui a été initié par les équipes de Google Chrome, mais qui ont ensuite décidé de l'ouvrir. Et donc aujourd'hui, ils l'ont désigné comme projet open source et c'est notamment discuté et débattu au sein de forums publics comme les meetings W3C, qui est une organisation qui gère les standards du web. Donc, parmi les propositions qui constituent la Privacy Sandbox, il y en a plusieurs. La plupart d'entre elles ont été poussées, avancées par les équipes de Google Chrome. Certaines sont poussées par d'autres entités de l'industrie. On va retrouver donc parmi ces propositions, par exemple, la proposition du Trust Token, qui, elle, cherche à adresser le use case de la prévention de la fraude. On va avoir donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, Flock, qui, lui, cherche comme proposition à adresser tout ce qui est le ciblage d'audience par intérêt. On a un ensemble de propositions ensuite qui ont évolué, donc qui ont commencé avec TurtleDove, qui était ensuite avait eu une contre-proposition du nom de Sparrow proposée par Criteo à l'époque. Il y a eu ensuite d'autres contre-propositions comme Dovekey par les équipes Google Ads, différentes des équipes Google Chrome. Et on a aujourd'hui finalement une proposition des équipes Google Chrome qui essaye de reprendre un petit peu toutes ces propositions-là au sein d'une seule, qui est Fledge, qui, elle, cherche à adresser principalement l'use case du retargeting et d'autres use cases comme l'extension d'audience, par exemple. Et on va avoir d'autres API, d'autres propositions comme l'attribution reporting API ou l'aggregated reporting API, qui, elles, sont des propositions qui cherchent à adresser plutôt les use cases de conversion, tracking des conversions, de measurement. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que donc il y a beaucoup de use cases aujourd'hui qui sont adressés, ou en tout cas qui tentent d'être adressés par ces différentes propositions, mais tous les use cases ne sont pas aujourd'hui déjà adressés. Donc, notamment, le frequency capping n'est pas adressé de manière globale par l'ensemble des propositions. La mesure de la visibilité, certains formats, comme les formats natifs, les formats vidéo, ne sont pas non plus correctement supportés au sein de pas aujourd'hui encore complètement supporté par les différentes propositions de la Privacy Sandbox. En termes de timeline, donc on a eu une mise à jour de cette timeline assez récemment. Il y a quelques semaines maintenant, Google Chrome a annoncé que la timeline qui était initialement prévue pour lancer la Privacy Sandbox début 2022 allait être repoussée sur voire fin 2023. Et ils ont donné un petit peu plus de détails. On a certaines propositions également qui avaient commencé à être testées. Donc, si maintenant on essaie de reprendre un petit peu cette timeline dans son ensemble, tout a commencé en fait en 2019,
fin 2019, où les équipes Google Chrome ont annoncé le lancement du projet Privacy Sandbox. Suite au lancement de ce projet, en début 2020, donc en janvier 2020 plus exactement, les équipes Chrome ont annoncé également qu'en parallèle de la création de ce projet Privacy Sandbox, ils allaient également lancer la dépréciation, la suppression des cookies tiers de leur navigateur Internet. Et donc, aller remplacer en fait, les mécanismes supportés par les cookies tiers par les propositions de la Privacy Sandbox. Ils avaient annoncé à l'époque une timeline du coup, qui devait arriver sur 2022 pour la suppression des cookies tiers et le remplacement par la Privacy Sandbox, mais en disant dès le début que cette timeline était un idéal qu'ils cherchaient à atteindre. Ce n'était pas forcément fixé, gravé dans la pierre. On a eu des premières propositions qui ont été testées. On a eu Trust Token qui a été testé en début d'année. On a eu Flock, par exemple, également, qui a été testé en début d'année, mais pas partout, notamment pas en Union européenne. On y reviendra après. Donc, très récemment, en Q2 2021, on a eu une annonce de Google pour dire en juin que la timeline allait finalement être repoussée d'environ 2 ans. Et quand ils ont repoussé, donc ils ont également donné un peu plus de précision. On va avoir en fait donc une période sur 2022 où les différentes propositions vont être continuer d'avancer, vont être testées pour arriver idéalement fin 2022 à l'ensemble des propositions qui seraient validées par l'industrie et ensuite arriver donc sur début 2022, laisser du temps à l'industrie pour justement venir implémenter, migrer leur système actuel vers ces nouvelles fonctionnalités de la Privacy Sandbox pour au final de début 2023 de mi-2023 à fin 2023 procéder à une suppression des cookies tiers sur une période d'environ 3 à 6 mois. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu ce rappel sur la Privacy Sandbox, on va essayer de s'intéresser plus en détail à Flock. Donc Flock, déjà, ça signifie Federated Learning of Cohorts. Donc c'est en fait l'apprentissage via des cohortes. Donc une cohorte, c'est un groupe d'utilisateurs. L'idée principale de la solution, c'est donc de passer d'un niveau user à un niveau groupe d'utilisateurs. Ce qui est un petit peu également une idée qui est reprise dans la plupart des propositions de la Privacy Sandbox. La proposition de Flock spécifiquement, elle cherche à adresser un use case spécifique dans l'industrie qui est le fait de délivrer des publicités sur la base des intérêts de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, on va avoir des annonceurs qui, par exemple, via les cookies tiers, vont être en mesure d'aller adresser une audience qui aime le sport, qui aime la cuisine. Avec Flock, en fait, ça va être un petit peu différent, mais on va essayer de chercher justement à adresser ce besoin des annonceurs d'aller cibler des types d'audience spécifiques. Donc, comment est-ce que Flock fonctionne concrètement? Donc, on a entendu beaucoup de choses sur Flock, sur la façon dont ça marchait, sur le fait qu'on passait d'un niveau user à un niveau groupe. On n'a pas forcément vu concrètement comment est-ce que ça allait fonctionner. C'est ce qu'on va essayer de détailler un petit peu plus ici. Donc, le fonctionnement de Flock, déjà, va se faire en 2 étapes. Une première étape qui va être opérée par le navigateur. Le navigateur, en fait, va essayer d'analyser un petit peu l'historique de navigation d'un utilisateur, du navigateur. Et à partir de cette historique de navigation, on va essayer d'attribuer cet utilisateur à un groupe d'utilisateurs, à une cohorte, on va lui assigner un Flock ID. Et donc, en fait, ce groupe d'utilisateurs auquel l'utilisateur appartiendra sera un groupe d'utilisateurs où tous les utilisateurs au sein du même groupe partagent un historique de navigation similaire et donc on peut estimer partagent des centres d'intérêt similaires. Donc, la première chose à noter, c'est que l'implémentation actuelle de Flock, qui avait été faite notamment pour les tests de Flock en début d'année, ne prenait en compte dans l'historique de navigation que le domaine du site web visité. Donc, tout ce qui allait au-delà du domaine, c'est-à-dire l'URL de la page complète, le contenu de la page en elle-même, n'était pas du tout pris en compte et ne pouvait pas être utilisé par les API de Chrome pour déterminer l'appartenance à telle ou telle cohorte. Donc, ce qui signifie que des sites comme j'aime-la-cuisine.com, avec une verticale qui est très définie, vont être beaucoup plus intéressants pour les API de Chrome dans le cadre de Flock pour assigner l'utilisateur à une cohorte, un groupe d'utilisateurs avec des centres d'intérêt partagés, versus un site comme Amazon.fr ou Google.com. Eux sont des sites beaucoup plus larges, beaucoup plus globaux,
où on va dire aujourd'hui l'ensemble de la population les visite, et donc du coup ont un intérêt très limité pour l'assignation de l'utilisateur dans une cohorte. Une différence importante à noter avec la façon dont fonctionnent aujourd'hui les segments d'intérêt basés sur les cookies tiers, c'est qu'aujourd'hui, si je prends mon exemple à moi en tant qu'utilisateur, certainement que des data providers vont être capables de me catégoriser comme étant un homme, donc je vais appartenir à un segment homme, entre 30 et 35 ans, je vais appartenir à un autre segment 30-35 ans, qui aime le sport, donc j'appartiens à un segment qui aime le sport, qui aime la cuisine, je vais appartenir à un segment qui aime la cuisine. Et donc, les annonceurs vont pouvoir utiliser ces segments de manière séparée ou combinée, et donc vont pouvoir venir cibler très précisément les centres d'intérêt qui les intéressent. La façon dont Flock fonctionne, c'est que Flock, un utilisateur ne va appartenir à un moment donné qu'à un seul groupe d'utilisateurs, à une seule cohorte à un instant donné. Donc, cette cohorte, en fait, ne va pas représenter un intérêt précis, le sport, la musique, la cuisine, mais ça va représenter, en fait, la combinaison de l'ensemble des intérêts exprimés par la navigation de l'utilisateur. Donc, on va perdre en fait un petit peu cette granularité qu'on avait pour arriver à une représentation globale des centres d'intérêt de l'utilisateur. Dans la version initiale qui avait été présentée pour les tests de Chrome, il y avait environ 30 000 cohortes possibles. Et donc, du coup, l'ensemble des utilisateurs du navigateur Chrome serait éventuellement partagé entre ces 30 000 groupes d'intérêt. Donc, chaque groupe d'intérêt représentant chaque cohorte représentant un ensemble d'intérêts communs aux utilisateurs qui appartiennent. Donc, la façon dont ça va fonctionner, c'est que le navigateur va regarder un petit peu les sites qui sont visités. Si j'ai un premier utilisateur ici qui visite régulièrement les sites A.com et site B.com, le navigateur va donc estimer que cet utilisateur appartient à un groupe d'utilisateurs qui partagent un historique web similaire et donc va assigner cet utilisateur dans une Flock ID X32, par exemple. Si j'ai un deuxième utilisateur qui visite également les sites B.com et sites A.com régulièrement, le navigateur va juger qu'il a un historique de navigation similaire au premier utilisateur, donc a priori des centres d'intérêt communs, et donc va l'assigner dans le même groupe X32. Un troisième utilisateur qui, lui, visiterait d'autres sites, site D.com et site B.com par exemple, serait donc vu par le navigateur comme ayant des centres d'intérêt différents et assigné donc dans un groupe d'utilisateurs différents, ici X34. Maintenant, le flock, le groupe d'intérêt auquel un utilisateur appartient, n'est pas fixe. Il va évoluer avec le temps et avec la navigation de l'utilisateur. Et donc, si mon utilisateur, ici au milieu, commence à visiter d'autres sites web, et notamment le site D.com plus régulièrement, à ce moment-là, le navigateur va mettre à jour l'appartenance de flock de cet utilisateur-là et va le faire passer dans un groupe qui soit plus représentatif de sa navigation récente et donc potentiellement le faire passer dans le flock ici, X34, pour représenter les centres d'intérêt communs avec l'utilisateur numéro 3. Pareil, encore une fois, dans la version actuelle de Flock, ce rafraîchissement des cohortes était fait tous les 7 jours. Donc maintenant, toutes les informations qu'on vient de donner ici étaient propres à l'implémentation initiale qui avait été faite. Il est tout à fait possible que dans le futur et dans les futures versions de Flock, ces mécanismes-là changent légèrement et qu'on passe du domaine seulement à peut-être l'URL ou le contenu de la page, c'est une possibilité, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et que le rafraîchissement se fasse peut-être une fois tous les jours ou une fois tous les mois. Donc ce sont des paramètres, des variables qui pourront évoluer, mais le principe fondamental restera le même. Donc on avait cette première étape qui consistait à assigner l'utilisateur par le navigateur dans un groupe d'intérêt, dans une cohorte. La deuxième étape va ensuite être d'exposer les coordonnées d'utilisateurs sur les pages web. Et donc, lorsqu'un utilisateur va arriver sur une page web, le navigateur Chrome va mettre à disposition du site web le Flock ID auquel l'utilisateur appartient. L'éditeur ou ses partenaires type SSP vont donc pouvoir récupérer cette information via les API du navigateur et ensuite les transmettre server-side jusqu'au DSP qui pourra ensuite utiliser cette information pour enrichir ses algorithmes de décision et délivrer la publicité la plus adaptée à l'utilisateur. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnait Flock, on va essayer de regarder concrètement comment est-ce que Flock pourra être utilisé par les annonceurs, les éditeurs ou par les vendors ad tech. Donc un premier cas d'usage, le plus évident, ça sera par les DSP. Et en fait, les DSP vont donc maintenant pouvoir recevoir cette information de Flock ID en parallèle du reste des informations de la bid request. Les DSP aujourd'hui ont tous des algorithmes d'optimisation qui leur permettent d'aller
délivrer une campagne, d'identifier pour une campagne donnée les impressions qui seront les plus à même d'apporter des résultats pour l'annonceur, que ce soit des conversions, des clics, de la visibilité. Donc, ils vont avoir des algorithmes qui vont prendre en entrée le domaine, le placement sur la page, la taille, ce genre d'informations. Ces algorithmes vont donc pouvoir maintenant prendre également en compte l'ID auquel appartient l'utilisateur et être capable d'identifier que la campagne 1, 2, 3 dans mon exemple ici va mieux fonctionner sur les flocks X32 que sur le floc X34 et donc être en mesure de venir optimiser vers le floc X32. Deuxième cas d'usage qui pourrait être intéressant, ça va être le lookalike. Donc le lookalike, c'est quoi? Ça va être la possibilité de venir cibler une audience similaire à une audience donnée. Donc un exemple concret, ça serait un annonceur, par exemple, qui analyse sa propre audience pour identifier si ses utilisateurs sont principalement des hommes, des femmes, des gens qui aiment le sport, la cuisine. Donc il va pouvoir, en fait, à partir de la donnée first party qu'il a, analyser les flock ID de sa propre audience et donc se rendre compte que, par exemple, son audience est principalement représentée au sein des flocks X32 dans mon exemple. Et à partir de là, il va être capable de se dire, très bien, si j'ai envie d'aller cibler les utilisateurs qui sont intéressés par mes produits, j'ai intérêt à aller cibler les utilisateurs qui appartiennent au flock X32 puisque ces utilisateurs ont a priori partagent énormément de centres d'intérêt avec mes utilisateurs actuels et donc sont a priori plus réceptifs à mes produits. Ça, c'est un deuxième cas d'usage qui est assez intéressant, notamment pour les annonceurs. Troisième cas d'usage, qui lui va être un peu plus complexe, ça va être et qui va être limité également à des acteurs qui ont une donnée first party importante, donc avec de l'échelle et de la granularité. Donc ces acteurs qui ont de la donnée first party, qui savent que les utilisateurs qui viennent chez eux sont des hommes, des femmes, qui sont capables de les assigner dans une tranche d'âge, qui sont capables de leur assigner des intérêts sur la base de leurs données first party déterministiques, donc utilisateurs qui consulteraient régulièrement la page sport du site lefigaro.fr. Le Figaro est en mesure de savoir que cet utilisateur aime le sport, et ainsi de suite. Si derrière, l'éditeur va mettre en parallèle donc, les flocks auxquels les utilisateurs appartiennent avec la donnée first party auxquelles les utilisateurs appartiennent et que lui connaît, donc cet acteur va être en mesure du coup de déterminer, d'assigner un ensemble d'intérêts qui serait principalement représenté par telle ou telle cohorte. Si je prends mon exemple ici, je vois parmi les utilisateurs que mon annonceur, mon éditeur ou ma techno connaît, qu'on a principalement les gens qui aiment le sport sont principalement représentés dans les flocks X32. Et donc, du coup, on va être capable, à partir de cette information, de dire que si je souhaite cibler les gens qui aiment le sport, j'ai intérêt à aller cibler les gens qui appartiennent au flock ID X32, puisque c'est là-dedans que je vais retrouver beaucoup d'utilisateurs qui aiment le sport. Donc, voilà un petit peu 3 cas d'usage intéressants qu'on pourrait utiliser avec Flock. On voit que c'est différent de la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une grosse granularité, on a beaucoup de flexibilité sur le choix des segments qu'on va cibler. On passe maintenant à un niveau qui est un petit peu plus large, la cohorte, mais qui reste exploitable dans pas mal de scénarios. Dernier point maintenant sur cette vidéo, on va essayer de s'intéresser un petit peu plus aux considérations légales qu'il faut avoir lorsqu'on veut utiliser Flock. Donc, il y a eu notamment énormément de bruit sur le marché au début avec les propositions de la Privacy Sandbox et notamment Flock sur le fait qu'on passait d'un niveau utilisateur à un niveau groupe d'utilisateurs et que ça serait donc potentiellement une façon d'échapper aux nouvelles régulations sur la protection de la vie privée, donc nommément le RGPD en Europe et également e-privacy qui s'applique dans la majorité des pays de l'Union européenne et qui touche à tout ce qui est cookies. Alors, on va reprendre ça un petit peu point par point. Donc, tout d'abord, sur la partie e-privacy, on a souvent tendance à simplifier en disant que e-privacy légifère sur les cookies. En fait, c'est plus large que ça. E-privacy légifère sur tout ce qu'on appelle les trackers. Et les trackers, en fait, c'est tout ce qui fait appel à un stockage au sein du device de l'utilisateur. Par exemple, au sein du navigateur de l'utilisateur. C'est le cas évidemment pour les cookies, puisque les cookies sont en fait des petits fichiers stockés sur l'ordinateur via le navigateur de l'utilisateur. Ce sont des traceurs et donc soumis à e-privacy, mais ce ne sont pas les seuls. Et c'est notamment si on s'intéresse un petit peu plus du coup à Flock ici, donc il y a un identifiant de cohorte qui va être stocké par le navigateur sur l'ordinateur de l'utilisateur. On est donc bien dans cette même définition de traceur stocké sur le device de l'utilisateur. Et donc on tombe encore une fois dans la définition d'un traceur selon e-privacy. Et donc, les flocks vont être effectivement soumis à e-privacy. Donc, il y aura
nécessité d'avoir un consentement à la fois pour écrire les flocks, donc le navigateur pour pouvoir inscrire l'utilisateur dans un floc aura besoin d'un consentement, et également pour pouvoir accéder à l'appartenance à ce floc, au floc ID, donc l'éditeur, le SSP, les annonceurs auront également besoin d'un consentement de l'utilisateur pour y accéder. Deuxième point, donc sur la partie RGPD, donc on est passé de ce qu'on avait avant avec les user ID à un identifiant utilisateur, donc un identifiant personnel soumis donc, au RGPD, à un identifiant de groupe, donc qui en tant que tel n'est plus un identifiant utilisateur, en effet, mais qui peut rester une donnée personnelle au sens du RGPD s'il est associé avec un identifiant utilisateur. Un identifiant utilisateur pouvant être un email, un identifiant utilisateur ou tout simplement une adresse IP. Comme on a pu le voir, les flocs vont être principalement exploités via server-side en envoyant dans les SSP ou en envoyant dans les systèmes de DMP, de CRM et autres systèmes server-side des annonceurs, éditeurs, techno. Ça veut dire que ce flock ID va être transmis en parallèle d'une adresse IP, donc d'un identifiant personnel, va donc être une donnée personnelle, et en tant que tel, le traitement de ce flock ID va donc être soumis au RGPD et va donc nécessiter une base légale, une finalité de traitement, bref, tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on fait aujourd'hui déjà pour les cookies. Donc, ce qui est important ici à retenir, c'est qu'en fait, on se rend compte que contrairement à ce qu'on a pu penser au début, les propositions de la Privacy Sandbox, et notamment Flock, ne vont pas du tout permettre de sortir des régulations comme e-privacy ou RGPD. Ils vont s'inscrire dedans et donc vont être soumis aux mêmes contraintes. On a déjà pu en avoir un petit peu la preuve avec les tests de Flock qui n'ont pas eu lieu en Europe, et notamment pour des raisons de compatibilité avec le RGPD, comme on a pu le voir à plusieurs reprises dans la presse. On peut même aller plus loin. On peut déjà dire aujourd'hui que le taux de consentement de la solution Flock sera a priori plus faible que le taux de consentement qu'on a aujourd'hui pour les cookies. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les cookies, en fait, on a besoin d'un consentement pour à la fois lire et écrire le cookie, puisque c'est la même personne, le même acteur, qui va généralement lire et écrire son cookie. Dans le cas de Flock, l'action d'écriture va être faite par le navigateur, donc par Chrome. L'action de lecture, elle va être faite par l'éditeur ou par les SSP. Ce qui veut dire que on ne sera capable d'exploiter le flock ID d'un utilisateur que dans le cas où l'utilisateur aura donné son consentement pour le navigateur pour que ce dernier l'assigne dans un flock, mais également pour le SSP, pour l'éditeur, pour que ce dernier puisse accéder et lire le flock ID auquel il appartient. Et donc, du coup, on va avoir évidemment un ensemble d'utilisateurs qui auront consenti à la fois au navigateur et aux éditeurs, SSP et annonceurs, plus faible que la part d'utilisateurs qui n'auront consenti que aux éditeurs, annonceurs et vendors techno. Voilà un petit peu pour cette vidéo de vulgarisation de Flock, en espérant qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de comprendre plus en détail ce qu'était Flock, comment ça fonctionnait, comment l'utiliser, et également les considérations légales à avoir en tête lorsqu'on utilise Flock. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de vulgarisation sur les autres sujets de la Privacy Sandbox. Merci à tous et à bientôt.